Être comique, c'est pas de devenir comique, c'est d'être comique d'abord au départ. De naître comme ça et d'avoir un besoin plus grand que d'autres de faire rire. Voulez-vous bien me dire pourquoi c'est fait que vous avez frappé votre belle-mère à coup de pied dans le ventre? Parce qu'elle s'est retournée. Alors, un instant. Là, vous me jugez comme une femme coupable, pourtant. Comme des blondes. Mon amour. Réponds. Bonne soirée! Je m'appelle Gilles Latulippe. Alors, où est-ce qu'on est ici? Où on est? Oui. On est au coin de Rouen et Frontenac. J'aurais dû. Et voilà. Vous êtes drôle. On va y aller à voir. Comment que vous Allez, savez, vous en. monsieur Latulippe? Comment ça va? Oh, mon petit maman, j'ai reconnu. Ah oui, c'est gentil. Ça va? Ah, ça va être pour RDI, pour Radio-Canada. C'est ça? Ça va? Ça va bien, et vous, madame? Oui. Bonne journée. Au revoir. Je suis né sur la rue Rouen, dans l'est de Montréal. Et j'ai habité là jusqu'à la mort de mon père en 1960. J'ai eu une enfance extraordinaire. Mon père et ma mère voulaient des enfants, ils aimaient ça. Ils voulaient 2 garçons, puis mon Dieu, ils en ont eu 2. Mon père avait une quincaillerie. Je suis né au 2e étage de la quincaillerie. C'était familial. C'était une ferronnerie de quartier. Il y avait un département de jouets là-dedans. Et le dimanche, quand la quincaillerie était fermée, on descendait, les enfants, on descendait, puis on jouait là. Finalement, c'était un party régulièrement. C'était fantastique que d'habiter là. Ensuite, les démons du midi avec Suzanne Lapointe. Oui, c'est ça. Ah oui, ben c'est... Alors, enchanté, monsieur. Bienvenue, monsieur. Vous voyez, hein? Je viens d'un quartier populaire. J'ai toujours eu une envie irrépressible de jouer des tours. J'en ai joué à tout le monde, à part ça. Même aux gens que j'aimais, que j'aime encore. Ma grand-mère, que j'aimais par-dessus tout. Je lui ai fait des tours, je veux dire, pendables, ça n'a aucun sens. Je jouais des tours même à ma mère. Je me rappelle voir arriver 2 religieuses qui allaient entrer chez nous. Tu sais. Elle me dit, écoute, reçois-les, puis dis-leur que je suis pas là. Bon. Et elle se cache, on avait un petit boudoir juste à côté, et elle s'installe dans le boudoir. Et là, bien sûr, les religieuses ont sonné. Et là, au lieu de leur dire « ma mère n'est pas là », je dis « entrez, venez-vous-en. » Là, je les installe dans le boudoir. Ma mère qui est là n'a pas d'autre alternative que de se cacher dans le garde-robe. Elle s'est cachée là-dedans. Mais c'est plein de manteaux et de jamais là-dedans. C'est comme un poignet en dessous des manteaux. Là, je sais qu'elle est là. Là, je parle avec les sœurs. Je fais du temps. Ouais, ben, je sais qu'elle n'aurait pas étouffé là, tu sais. Et finalement, je dis, bien, écoutez, ça va être plus long que je pensais. Je pense que vous êtes peut-être mieux de repasser. Là, les heures ont dit, bon, ben oui, c'est quand on repassera. Mais c'est ça, puis ils sont partis. Quand ma mère est sortie de là. Rien. Elle trouvait ça drôle. Elle s'approchait un petit maudit. Ben oui, à ma propre mère. Mais c'était drôle. Le pire, c'est que je le ferais encore. Là, vous avez commencé à raconter des histoires à quel âge? Au Colin, j'allais pas à l'école. Quoi, j'avais 5 ans peut-être, et j'écoutais avec ma mère la radio. Une émission que j'adorais, ça s'appelait Le Ralliement du rire. Le Ralliement du rire, c'était 4 personnages, 4 conteurs d'histoires drôles. Et j'apprenais mes gags à la radio, et je les racontais. Aussitôt que j'avais une chance, je racontais des gags. Et c'est là qu'est venu mon désir d'aller à l'école pour être capable d'apprendre à écrire, pour être capable de les noter puis de ne plus jamais les oublier. J'entre à l'école en 1943 avec l'intention d'apprendre à écrire. Mais juste ça.
Moi, je ne sais pas, moi, qui vont m'apprendre toutes sortes de mots, de niaiseries, tu comprends? Madeleine de Verchères, tu sais, dans le fort. Même chose avec l'histoire sainte. C'est l'histoire sainte. J'aurais voulu qu'on m'oublie dans la classe, qu'on me parle pas comme un prisonnier. Et jour après jour, j'y retournais. Est-ce que vous vous souvenez d'où était votre classe? Ah non. Ça m'a pris 5 minutes d'oublier tout ça, moi. Ah, vous êtes sorti. Dès que je suis sorti de l'école Meilleur, je suis entré au collège commercial. Mon père m'a envoyé là parce qu'il voulait que je prenne la relève à la faire rire. Mais ce désir de faire rire était là depuis presque toujours. Et après le collège, au lieu d'aller travailler avec mon père, j'ai décidé d'aller travailler à Radio-Canada. J'ai été travailler à Radio-Canada parce que je me rapprochais du métier. J'ai travaillé à la discothèque de Radio-Canada et j'ai fait une rencontre extraordinaire à la discothèque. J'ai rencontré Yvon Deschamps, qui était déjà là. Je suis devenu un chum d'Yvon Deschamps. Quand avez-vous découvert que vous étiez comique ou que vous aviez certaines qualités de comique? Ouais, toi, t'avais 17 ans quand tu as su que tu étais un comique, 18 ans? À peu près. Chez Rosel, là. À peu près. Oui. Oui? Oui. Comment? Parce que nous, on travaillait ensemble, hein, puis lui... Chez Roset. Chez Roset, Ah on ouais? étudiait chez Roset, nous. On travaillait ici. Travaillait ici à Radio-Canada, t'as messager, toi, Donc, de... on disait qu'on était ici, on était chez le payroll. Et Yvon est un élève de François Roset. Et il m'a amené chez François Roset. Il dit, écoute, tu peux pas rester comme ça. Ça te prend une formation, quand même. Et il m'a amené chez François Roset, le professeur d'art dramatique, qui a été le professeur de à peu près tous les gens de ma génération. Monsieur Roset, quand vous avez vu arriver Yvon et Gilles, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que ça a été la première... Il dit, ma carrière est finie, ma carrière est finie. Qu'est-ce que ça a été votre première réaction? C'était un bon comédien, mais c'était surtout un bon professeur. Un espèce de passionné. Je suis allé là et il m'a demandé, veux-tu me réciter une fable de La Fontaine? J'en connaissais pas. Veux-tu me lire un conte d'Audet? Je ne l'avais jamais lu, rien. Mais j'ai embarqué là-dedans. Je me suis lancé là-dedans. Il me disait apprendre une fable de La Fontaine. Je n'apprenais 3. Pratique cette lecture-là. Je doublais la commande. J'adorais ça. Il s'en est rendu compte. Il était arrivé à parler un français absolument parfait. Je sais pas où il a appris à parler comme ça maintenant. Et alors, il a travaillé tous les classiques, Racine. Il était délicieux et émouvant dans Musset. Monsieur, voilà une lettre à votre adresse. Elle est si pressée que vos gens l'ont apportée ici. On a recommandé de vous la remettre en quelque lieu que vous fussiez ce soir. Voyons un peu cela. Il m'imposait de lire des choses que je jouerais probablement jamais, mais que je devais connaître. C'est sûr que Molière, Beaumarchais, tout ça, il m'a même fait travailler, sachant très bien que je ne le ferais jamais, mais pour les difficultés, il m'a même fait travailler Cyrano de Bergerac, la tirade des nez. Je me souviens peut-être pas de toute la tirade, mais tout de suite après, il disait « Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit. » Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Mais de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant cette noble galerie, me servir cette folle plaisanterie, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Non seulement Yvon Deschamps m'a présenté François Roset, mais il m'a présenté aussi Paul Buissonneau. C'est beau prendre des cours, mais quand on prend des cours, on veut jouer. L'important, c'est de jouer, c'est pas de prendre des cours. Et Paul Buissonneau avait ce grand cœur. Il prenait tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, la porte était ouverte et Buissonneau les acceptait tout le temps. On jouait la bande à Bono à la Comédie canadienne à l'époque.
Il y avait dans la pièce La Bande à Bonneau 57 personnages et on était 17 comédiens pour faire ça. Moi qui n'avais jamais joué, j'avais 3 rôles. Je faisais un policier, un bandit, un peu plus, je m'arrêtais moi-même. On a joué un soir seulement. Et ce soir, c'était un soir déterminant parce que c'est là que Gratien Gélina m'a téléphoné le 1er avril 1959. Et comment vous avez découvert Gilles? Gilles, ben mon Dieu, j'essayais de distribuer le rôle du frère Nolasque dans Bousille et les Justes. J'avais eu beaucoup de mal parce que j'avais essayé 4 ou 5 comédiens, mais ils jouaient, ils composaient l'affaire. Et Yves, il n'était pas nono pour vrai. Mais je l'ai vu après, et une audition avec Jean Dohat, puis il n'avait pas dit 3 répliques. Oui, on se donnait des coups de coude, puis on disait c'est lui. J'ai passé ma première audition. Je dis ma première, mais c'est aussi ma dernière. Je n'ai jamais passé d'audition, sauf pour Bousille et les Justes, le rôle du frère Nolasque. Nous désirons vous rappeler que Bousille et les Justes vous est présenté en primeur au réseau français. Alors, je suis obligé de te guerpir, moi aussi. Je te laisse avec ma tante. Tâche de lui donner du réconfort. Je vais faire mon grand possible. À propos, ma tante, je vous ai apporté un petit cadeau qui va vous encourager. Ah oui? Monte donc pour voir. C'est une médaille de Saint-Gilles, le patron des causes désespérées. Oh. C'était une tragicomédie, mais moi, tout ce que je faisais, moi, c'était drôle. Le rôle du frère Nolasque, c'est un rôle payant. À chaque fois qu'il rouvre la bouche, il y a des rires. Alors, ça a commencé comme ça, puis il était tellement niaiseux. Et ça m'a marqué. Après ça, quand le téléphone sonnait, on a un rôle pour toi, c'est un rôle de niaiseux. Oui, parfait, je le savais. J'ai toujours joué ces gens-là, avec plaisir, j'aime ça. À moins qu'il ne vous fasse la grâce de passer par le rude mais sanctifiant creuset de l'épreuve. Oh, dis pas ça. Au cas où ça se produirait, demandez-lui la force de faire votre sacrifice en chrétienne exemplaire que vous êtes. Oh, pas aujourd'hui. J'en ai pas le courage. Dimanche dernier... Vous vous rendez compte que les débuts professionnels d'un gars qui partage la scène pour la première fois avec Gratien Gélina, avec Juliette Huot, avec Béatrice Picard, Jean Duceppe, Yves Letourneau, Monique Miller. Et on a joué Bousille et les Justes pendant 2 ans, en français et en anglais, d'Halifax à Vancouver. On a fini à l'exposition de Seattle. Ça a été un tremplin extraordinaire. Et à partir de là, je n'ai jamais cessé de travailler. Le révérend père aumônier nous rappelait le bel exemple de résignation évangélique de saint Agésilas de Corinthe. Oh, mon Dieu! Sans se plaindre une seule fois, il a croupi pendant 37 ans dans un cachot humide pour avoir enfin la consolation suprême de décrocher la palme du martyr en étant décapité. J'ai commencé à vivre, vraiment, là, quand j'ai découvert cette profession-là. C'est parti et ça ne s'est jamais arrêté. Et à un moment donné, plus tard, mon père est décédé, alors j'ai été obligé de m'occuper de la quincaillerie, mais ça ne m'intéressait plus parce que déjà le théâtre m'avait appelé. Et c'est bizarre parce que le premier rôle que j'ai eu à Radio-Canada dans une télésérie, c'était dans La rue des Pignons, et j'étais fils de quincaillier. Et mon père, c'était Jean Duceppe, était fils de quincaillier. Quand je suis entré dans le décor, j'étais comme chez moi. C'est comme si j'étais pas déménagé, j'étais là. Et j'avais à mastiquer une vitre. J'avais fait ça. J'en avais tellement fait, pas de problème. Alors, j'étais vraiment chez moi. Et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand je vais dans une quincaillerie, j'aime ça. Je me promène à travers les départements. C'est plus la même chose, pas du tout. Mais il y a un petit quelque chose qui me retient là-dedans. Monsieur Chalifot, venez donc ici une seconde. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est mon imagination, mais il y a un individu qui fait les 100 pas devant la pharmacie depuis une demi-heure au moins. J'ai pensé des fois que... Enfin, les vols de pharmacie. Ouais. Quand on commence, on n'a pas le loisir de choisir ses rôles. Alors, on est dépendant de ceux qui veulent bien nous engager. Alors, on a intérêt à ce moment-là à accepter n'importe quoi. Et au départ, c'est dangereux parce que, d'entre nous,
On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas. Mais au départ, il faut le faire. Il faut le faire si on veut être vu. Qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous le nommer. Comme le dirait si bien le chanteur Serge Laprade, c'est pas que cette tune-là qui fera le hit parade. Ma carrière a commencé d'une façon fulgurante. Bousier, il en a joué pendant des années. Au même moment, je fais beaucoup de télévision. Je tourne ces émissions-là pour Radio-Canada. Je fais du cabaret. Je travaille sans arrêt. Une taxi chien. Les débuts de la télévision, d'abord, c'était Radio-Canada, puisque TM n'existait pas. Ça a été le Pirate Maboule. Oui, dans le Pirate Maboule, c'était la boîte à surprise. Ensuite, Antoine, c'était une série, mais de cinéma muet. Il y a eu 13 épisodes de l'émission Antoine. Encore autre chose? La cabane qui est en feu. Il ne faut pas oublier qu'en 1960, par exemple, des rôles pour un jeune comique à la télévision, il n'y en avait pas. La seule place où on pouvait exercer notre métier, et c'était une école dans le fond, c'était de faire du cabaret. Alors, je me suis trouvé un partenaire. À l'époque, c'était Robert Desroches. Et j'ai commencé à écrire, on appelle ça des routines de cabaret. Et quand on commence au cabaret, il y en avait tellement le cabaret qu'on pouvait faire 1 an ou 2 sans retourner à la même place, tellement il y en avait. Et là, c'est à travers la province, là. Vous allez donner quelques spectacles ici à la TUC, mais vous effectuez présentement une tournée à travers la province. C'est ça. Ça vous mène dans plusieurs régions. Alors, le 24 juillet, on est à Shawinigan. Le 29 à Victoriaville. Le 31 à Drummondville. Et puis, si je surveille bien, on ne sera pas en retard nulle part. En m'en venant, il y a un gars qui me regarde, un gars que je connais pas, il me dit « Vous êtes un imbécile. » J'ai dit « Non, je suis pas un imbécile. » Il dit « Oui. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Si je suis un imbécile, êtes-vous capable de me dire pourquoi? Hein? » Il m'a expliqué tout ça, c'est lui qui avait raison. C'était une école dure. C'était difficile, surtout au début. Vous arrivez là comme comique, les gens dans la salle ne vous connaissent pas. Ils sont en chum, ils ont le goût de parler, ils sont venus pour jaser, etc. Puis là, ils vous présentent. Et là, ils vont vous donner 2-3 minutes. Puis ils vous écoutent, là. Puis si vous les accrochez pas, c'est fini, ils se retournent de bord, ils jasent ensemble. Le show, c'est pas plus grave que ça. Personne t'écoute. C'est un enfer. Alors, on apprend vite à aller chercher des bons gags pour les assommer dès le départ. Là, quand ils sont accrochés, ils vont rester avec toi. Mais manque pas les 2-3 premières minutes, parce que tu vas payer ça cher. Et c'est ça. Ça a duré des années, des années, des années, avec des publics difficiles. Rendez-vous compte qu'au Café de l'Est, le dernier spectacle commençait à 2h moins quart du matin. D'après vous, là, les gens qui sont assis dans la salle à 2h moins quart, est-ce qu'ils sont à jeun? Est-ce qu'ils sont en état d'écouter des gags? C'est difficile d'aller les chercher, croyez-moi. Mais c'est ça, l'école. Tu es en train de faire ta routine, etc., puis là, il y a un boss boy qui passe avec un cabaret avec 7-8 verres, puis il s'enfarge, ça tombe à terre. 7-8 verres qui tombent à terre, ça dérange un gars qui fait un gag, ça? À un moment donné, on était en train... La scène était faite comme un fer à cheval, comme ça. Il y avait du monde partout, là. Ringside. Et puis là, moi, j'ai vu, là, un gars sortir un gun de ça, le mettre à terre, puis lancer à travers la scène, comme ça, puis l'autre l'a ramassé, puis l'a mis dans sa poche. Pendant que tu travailles, tu vois passer des guns. C'est incroyable. C'était ça, le monde du cabaret. Excusez-moi. Quand on faisait du cabaret, c'était de vivre, vraiment vivre dans son auto, à manger dans son auto, parce qu'on faisait les 4 coins de la province. Et j'ai toujours fait beaucoup de télévision.
On faisait le Capitaine Bonhomme, on faisait Symphorien. Des fois, le cabaret, ça finissait à 3 heures du matin. Saute dans l'automobile, viens à Montréal, puis là, on travaillait des fois, c'était à 7 heures à la télévision. On faisait les spectacles, puis on retournait là-bas. C'était formidable que de faire ça. Et à chaque fois, plus on allait loin, plus les gens nous appréciaient parce qu'ils ne nous voyaient pas souvent. Bonjour, madame. Ah, salut, mon chien! Bonjour, madame. Ça va bien? Monique! Monique? Bien, salut, Monique. Bonne journée. Bonne journée, mon chien! Salut. Bye. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Moi, c'est Paul, en tout cas. Salut, Paul. Bonjour. Au revoir. Je fais, dans le moment, une tournée au-delà d'une vingtaine de villes. J'aime ça, de la tournée. J'ai commencé, il y a 50 ans, à faire de la tournée. Ça fait partie du métier que de faire de la tournée. On va commencer tranquillement à préparer les choses, parce que dans quelques minutes, on va falloir monter pour faire un test de son. J'ai monté une revue qui s'appelle Sabbat 4 ans parce que je voulais pas partir avec des camions puis des décors. À ce moment-là, je serais parti avec une pièce de théâtre. On part avec une camionnette pour les acteurs et c'est tout. On a quelques éléments de costume, mais de décor, on n'en a pas. Ayez pas peur. Je sais très bien m'en servir. La plupart des revues comiques sont comme ça. Le burlesque, quand on faisait du cabaret, on ne traînait pas rien du tout. On fait 2h15 avec 3 chaises. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien du tout. Salut! Salut, monsieur. Salut! Salut! Moi, j'adore que les gags soient vraiment rapides. À chaque fois qu'on parle, il y a un punch. Et c'est ça, le burlesque. Oui? Ah, C'est-tu votre premier bébé? Ah, oui, c'est mon premier, certain, c'est mon premier. Maudit, il est à temps qu'il se décide. Le petit va venir au monde avec les cheveux gris. Dans une revue comique, une revue burlesque, ben, c'est une succession de sketchs. Ça peut être entrecoupé d'un chanteur ou d'un magicien. Ou ça, des fois, il y avait des danseurs de table dance. C'est ça. Mais ce sont des sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'important, la seule chose, le seul lien qui lie tout ça, c'est le rire. On veut absolument que ça soit drôle. Connais-tu la différence? La différence entre une belle-mère et un maringouin? Attention, il y a peut-être des belles-mères en place. Belle-mère et un maringouin. Non, j'ai pas d'idée. Maringouin est achalien avec l'été. Ah! Oh boy, toi! Oh boy! On va passer un bel après-midi, mon Gilles, hein? J'espère que depuis le matin, il n'y a rien qui marche. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est épouvantable. Mal commencé. Comment ça a mal commencé? Un matin, le cadran sonne, je ferme le cadran, le piton me reste dans les mains. Ben voyons donc! M'en va dans la cuisine, prendre un café, je prends la tasse, lance me reste dans les mains. Ben voyons! Prends ma valise pour aller travailler, la poignée me reste dans les mains. Toute la journée, j'ai eu peur d'aller faire pipi. J'ai commencé à faire du burlesque très jeune. Mets-toi à ma place! Moi, je voudrais pas! Le burlesque, c'est anglais. Ça vient d'Angleterre, ensuite c'est passé aux États-Unis, et des États-Unis, c'est venu chez nous. C'est un filet, un train pour ta patrie. Et c'est Olivier Guimond qui m'a mis dans la tête qu'il existait un théâtre burlesque que personne jouait, que le répertoire était là, et personne s'en servait. Alors, j'avais 29 ans. À 29 ans, pas marié, pas d'enfant, pas de responsabilité. J'ai dit, ça y est, j'y vais. Alors, j'ai acheté le Théâtre des Variétés. Dans les premières années, les vedettes qui passaient ici, là, qui ont joué énormément, le noyau d'acteurs, c'est-à-dire Grimaldi, Olivier Guimond, Manda, Lapoune, tous ces gens-là, j'allais chercher les gens de la gang, la vieille gang, que le public voulait voir.
Ben oui, je te l'ai vu l'autre jour, tu l'avais serré sur toi. Hey, je te la serre. Ben oui, tu l'aimes, hein? Tout d'un coup, il y a un gars, il voulait faire son fête. Hein. Ouais. Il dit, j'aimerais donc ça être à la place du chien. Ben, je suis la belle à manger, mais on va y faire couper un cul. On entrait ici en septembre et on sortait en juin. 16 soirs par semaine, on était là. Alors, les gens arrivaient, ils apportaient un tapis, ils mettent dans leur loge, ils apportaient la radio, ils mettaient des cordes, ils étaient chez eux. Et c'était comme ça, 16 soirs par semaine. Et le dimanche, il y avait deux shows, il y avait une matinée en plus. Alors, on vivait ensemble tout le temps. On était beaucoup plus souvent chez nous, c'est-à-dire ici, que chez nous, c'était ça. Ça, c'est la cravate à grand-mère. T'as-tu assez de force pour faire ça, toi, là? Oh, ouais, on me semble de maigrir. Contrairement aux comédiens comme tels qui apprennent et qui jouent des textes de répertoire, il n'y a pas de répétition. Les répétitions, ça se fait autour d'une table, ça prend 15 minutes. On part d'une idée de quelques lignes et on fait bien souvent un spectacle d'1 heure ou souvent de 2 heures avec ça. Surtout, et vous aussi, vous achetez une ballonne comme ça, Oui. puis vous la tenez dans votre main. Oui. Puis là, vous embrassez votre mari. Oui. Si vous a déjà trompé, Oui. la ballonne pète. La ballonne pète! Je travaillais avec des professionnels de l'improvisation. Ils connaissaient tout ça, sauf le patron, sauf moi. C'était incroyable. J'avais 29 ans, je connaissais absolument pas le répertoire, je connaissais rien du tout. Puis on jouait n'importe quoi. On montait, qu'est-ce qu'on joue? Tu comprends? On dit, on va jouer tel patron. OK. Puis il n'y avait pas de répétition, là. C'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se connaissait, puis on jouait les mêmes choses, puis ça a été ça pendant des années. C'était angoissant. Les premières fois, je voulais mourir, tu comprends? Mais là, je me rendais compte que si j'avais une espèce de blanc où j'arrêtais, il y a quelqu'un qui me ramassait tout le temps. Des marteaux me ramassaient, Mandon me ramassait, Grimaldi me ramassait. Puis finalement, je pouvais jamais me noyer. Il y avait toujours quelqu'un qui me sortait. Et ça, c'est grisant, parce que tu te dis, je peux me permettre à peu près n'importe quoi, parce que ils me laisseront pas tomber. Mais oui, mais papa, puisqu'on se tue à vous dire que le pet shop, ça marche pas! Mais ça, c'est parce que vous m'avez raconté! Ça fait 1 heure que vous vous exténuez à me dire que vous avez fait 1 mois d'excellentes affaires! Oui, parce qu'on a formé un pet shop qui marche à vue pour ouvrir un sex shop qui marche à mort! Tout ce qu'on te montre au théâtre traditionnel à ne pas faire, là, tu as le droit de le faire. C'est-à-dire l'improvisation, c'est-à-dire rire en grande complicité avec le public, c'est-à-dire de lâcher le texte, parce qu'il y avait quand même un texte pour pas aller parler aux gens de la première rangée. Ça, c'est fabuleux. Tu fais pas ça au théâtre traditionnel. Un sex shop! Je ne crois pas! Est-ce que vous êtes fidèle à Gilles La Tulipe ou aux acteurs ou à la comédie? À tous les acteurs et la comédie en elle-même. Parce que c'est une comédie qui est naturelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par naturel? Bien, s'ils font une erreur, ils partent à rire. C'est pas... pas arrangé d'avance. Non, c'est ça. Tout est permis ici. Tout est permis parce qu'on a tous le même but, c'est-à-dire de faire rire. Le Théâtre des Variétés, c'était un théâtre d'autobus. Les gens venaient de toute la province par autobus. Il y avait des fois 10, 12 autobus. On se faisait engueuler parce qu'on bloquait le trafic. Mais c'est ce qu'on voulait, dans le fond. C'est la première fois que vous venez de Québec pour venir au Théâtre des Variétés? Presque toutes les semaines. Vous amenez des groupes? C'est ça. Des groupes de quel genre? Oh, de tous les genres. L'âge d'or, des jeunes, moyen âge, celles de fermières, des clubs sociaux, en fait. C'est la première fois que vous venez au Théâtre des Variétés? Bien, à toutes les représentations. À chaque fois, vous êtes une fidèle? Oui, c'est ça. Parlant de subvention, vous n'en recevez pas ici du gouvernement, ni provincial, ni fédéral. On n'en a pas. Vous n'en demandez pas?
Ben, c'est-à-dire qu'au début, il y a 12 ans, j'avais demandé une subvention parce que c'est pas facile de commencer. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'aide. Et le ministère nous avait dit que ce qu'on faisait, nous, ça répondait pas aux normes, etc., que c'était pas du grand théâtre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le burlesque, parce que là, on a dit que des belles choses, mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est pas associé aussi à une forme de vulgarité? La question est plutôt, avez-vous senti par moment que c'était pour certains considéré comme un genre mineur? Mais ça a toujours été considéré comme un genre mineur. Oui. Enfin, c'est pas... Hein? Bien sûr, c'est pas très élaboré. Oui, c'est pas très élaboré. La psychologie, c'est pas des personnages. La psychologie est terriblement complexe. Oui, non. Il y avait une certaine élite qui boudait ce genre de théâtre-là. Mais croyez-moi, ils ne savaient même pas ce que c'était que le burlesque. La petite vie, c'en était. Et ces gens-là ont adoré la petite vie parce qu'ils ne savaient pas que c'en était. Ils ne savaient pas que le gars qui dort debout, là, puis que la mère qui était un homme, là, puis que le bonhomme qui a une barbe avec la broche, là, c'est burlesque. Mais c'était drôle, c'était extraordinaire, parce qu'ils ne savaient pas que ça l'était. S'ils avaient su que c'était ça du burlesque, ils n'auraient peut-être pas aimé ça. C'est à cause de toi! Alors, un instant. Là, vous me jugez comme une femme coupable, pourtant. Où on a du monde, où on a des subventions. Finalement, nous, ben, on a du monde. Celui qui a fait rire son public au Théâtre des Variétés pendant 33 ans a attiré sa révérence. Aujourd'hui, Gilles Latulippe a joué pour la dernière fois sur la scène de son théâtre de l'Est de Montréal. Son public ne l'a jamais abandonné. Cette fois, ils sont venus de Québec et d'Ottawa pour lui rendre hommage et pour assister à la fin d'une grande époque. C'est fini, puis on regrette que ça soit fini. On espère que d'autres choses prendront la place. C'est triste, c'est bon pour lui, il va se reposer un peu peut-être. Gilles Latulippe va effectivement se reposer. Après 33 ans dans son théâtre et près de 7000 représentations, il est temps, dit-il, d'accrocher son chapeau. Je me retrouve vraiment seul, là. Et puis, je n'ai plus le 29 ans que j'avais à l'époque. Alors, j'ai besoin vraiment de m'arrêter de faire ça. Mais je vais faire autre chose. Salut. Merci. J'ai acheté le Théâtre des Variétés, j'avais 29 ans. Et les gens qui sont venus habiter le Théâtre des Variétés avec moi avaient 20, 25, 30 ans de plus que moi. C'est normal qu'avec le temps, ces gens-là soient morts. Rose Ouellette, mieux connue sous son pseudonyme de La Poune, n'est plus. Juliette Huot, grande comédienne du Québec, qui est décédée d'un cancer généralisé. Fernand Gignac, chanteur, comédien, animateur aussi, est mort ce matin à Montréal. Les amis et les collègues de Claude Blanchard avaient le cœur plutôt triste. Je pense maintenant que tout le monde est au courant des nouvelles, c'est-à-dire le décès d'Olivier Guimont. Olivier Guimont, quelle sorte de gars que c'était au travail et puis en dehors du travail? C'était Olivier Guimont, puis là, c'est tout dit. J'en ai pleuré des gens que j'aimais. Beaucoup. Beaucoup. Et j'ai jamais été capable de l'exprimer vraiment. Ça m'a toujours... Ça s'est arrêté là et ça fait beaucoup plus mal quand c'est là que quand on est capable de pleurer. Olivier, j'ai fait mes débuts, moi. J'ai eu la chance de faire mes débuts à côté d'Olivier, puis on va arrêter, OK? Ça sortait pas. J'aurais aimé ça. Mais c'était jamais là, ça sortait pas, pas du tout. On dirait que pour moi, c'est contre nature. Pourtant, des fois, ça aurait fait du bien. Pain pour le dire, le malheur des uns, des fois. Fait le bonheur des autres. Est-ce que vous aimeriez faire un grand film? Un film? Oui, j'aimerais ça. Un film comique. Sans toi, la vie est monotone comme un très vieux refrain. Pousse-me, pousse égale, pousse-me, pousse égale. Des grands films, des rôles, des grands rôles. Au cinéma, j'en ai pas fait. C'est ça! Moi, moi, l'échapper. Oh non! Ah ouais! C'est notre cache! Il va l'échapper! Attention!
J'ai fait Pousse mes pouces égales. Après ça, j'ai tourné dans La vie heureuse de Léopold Z. J'ai signé la formule d'assurance. Ah, si vous mourrez, le prêt est remboursé automatiquement. Nous, on perd rien, puis votre femme non plus. Joyeux Noël. Merci. Avec Gilles Carle, j'ai tourné surtout des commerciaux. Les commerciaux de la Labatt Bleue. Ça a été pour moi un premier contact avec le cinéma qui a été intéressant. Une grosse brûlure. C'est tellement bon que se faire payer pour ça, c'est quasiment un péché. Mademoiselle Chiquita aime bien les bananes. Et les Chiquitas, ça c'est de la banane. Le cinéma, ça n'a jamais été mon médium préféré. Il y a quelqu'un qui avait dit à un acteur, « Tu sais que je vais faire du cinéma. » Il avait dit, « Oui, ben apporte-toi une chaise. » Parce que c'est long, c'est très long. Moi, je suis nerveux, j'aime la télévision, j'aime que ça grouille, que c'est en direct, j'aime ça. Et la magie a opéré, et le rumour les a mariés. Ah, quel bonheur il espérait. Quand on faisait les démons du midi, à tous les jours, on avait un sketch qui pouvait durer entre 5 et 10 minutes. J'ai écrit 800 sketchs, et peut-être plus. À un moment donné, au fil des années, comme ça, tu viens... Faut trouver des idées. Il n'y a pas une journée, mais il n'y a pas une journée où je ne lis pas un livre de gags, un livre d'histoires drôles, pour essayer de trouver des idées nouvelles, pour être capable de faire juste le départ d'un sketch. Ah ben, Donald! Ah ouais, c'est vrai. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, qu'est-ce que tu fais ça? Ben, que je fais? Je travaille dans une manufacture de chaussures avec 82 femmes, là. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais les talons, Moi, j'aime le personnage, le gars qui souffle, Martin. Moi, je suis petit. Physiquement, je suis petit. Et puis, je suis un gars de qui on peut abuser beaucoup. J'ai été victime longtemps. Et puis, il me semble que ça à l'aise là-dedans. Un micro! J'ai le micro. Ouais, tu vas me les prendre? L'argent? Mon argent? Hein? Pas le nom? Tu vas me les prendre? Mon argent? Réponds! Par contre, je peux devenir cinglant. Parce que quand vient le temps de pointer, je suis capable de le faire. Tiens, mon beau, tiens! Ah, c'est toi, ça, mon désespoir? Hein? Ah! Allez, viens de voir ça, hein? Il y a des personnages qu'on affectionne particulièrement, comme Symphorien, par exemple. C'était... Il n'avait pas posé Spring après Sauterelle, là. Tu es capable de faire une chose avec Tom Jones? Qui c'est ça? Tom Jones, le chanteur, Tom Jones. Ouais, non, je sais pas. Fais une phrase avec ça. Non. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que quand j'arrive au coin de la rue puis la lumière Tom Jones. Ouais, c'est vrai, c'est certain. Non, la lumière Tom Jones. Tom Jones. Je suis en mode d'observation à peu près tout le temps. Le niaiseux que je fais dans sa boc à trans, j'ai eu des voisins qui étaient exactement ça. Tu regardes ça, puis tu dis, c'est un personnage de théâtre, ça. Si jamais un jour, j'ai besoin, il sera là. Puis effectivement, quand tu écris, tu dis, oh mon Dieu, oui, c'est lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? C'est vous qui avez mis un journal dans le restaurant pour avoir une annonce. Pardon? Vous avez mis une annonce dans le restaurant pour avoir un journal. Non! J'ai mis une annonce dans le journal pour avoir un garçon de table. C'est ça que je m'en viens pour ça. J'ai toujours eu peur que la carrière s'arrête avant que je le souhaite. Il y a des gens qui ont hâte à la retraite. Mais c'est pas mon cas. Je n'ai pas encore trouvé la chose qui pourrait m'apporter autant de plaisir que d'aller travailler un soir. Tiens,
Comment reconnaître qu'on est atteint de la maladie de la vache folle? C'est quand tu commences à tuer les mouches avec ta queue. J'ai 74 ans. J'ai l'impression d'en avoir 50. J'ai encore le goût et le désir de jouer, de faire rire. J'ai besoin d'entendre rire encore beaucoup. Non, mais, hey, je suis un spécialiste dans la boisson, moi, là. Hey, qu'à sentir ce qu'il y a là-dedans, je peux vous dire quelle sorte de boisson vous avez mis là. Moi, te le dire ce qu'il y a là-dedans. Hey, qu'à le sentir, je peux... Mais là, j'ai une petite grippe. Si vous pouviez faire 3 vœux, quels seraient-ils? Ben, c'est sûrement la santé. Et ça serait d'être capable de garder un public jusqu'au bout. Un bon public, qui serait chaleureux comme celui qu'on a eu aujourd'hui, par exemple. Avais-tu bien me dire que ce qu'il y avait dans cette Moses de bouteille-là, toi? Je m'en allais le faire analyser, c'est l'urine de ma truie. Être capable de faire une carrière jusqu'au bout. De ne pas être obligé de s'arrêter à mi-chemin, par exemple. Combien de temps croyez-vous que vous allez continuer votre carrière? Ben, continuer ma carrière à la télévision, au théâtre, ça dépend. Je pense bien encore pendant de longues années, j'espère. Presque un demi-siècle de carrière pour le comédien Gilles Latulippe, il recevra le Grand Prix de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Merci. André Robitaille, son but ce soir, c'était de me faire pleurer. Mais oui, mais comment voulez-vous que je pleure quand on m'a rappelé que de bons souvenirs et qu'on a invité que des gens que j'aime qui ont dit exactement ce que je leur ai dit de dire? Vous avez fait de l'art du burlesque une institution et avez donné à l'humour québécois ses lettres de noblesse. Gilles Latulippe, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Je n'ai pas de regrets. J'ai eu le Théâtre des variétés pendant 33 ans. C'est fini. Il n'y a pas une fois où je me dis, j'aimerais ça le revoir encore. Comment ça se fait? Puis je passe devant, il n'y a pas de pincement au cœur, il n'y a rien du tout. J'ai tiré du variété tout ce que j'avais à tirer. L'important, c'est le présent et l'avenir. Pas l'avenir dans bien loin, parce que je ne peux pas aller loin, moi. C'est aujourd'hui qui m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire demain aussi? Ça m'intéresse parce que demain, j'ai des projets. Si j'écris pour une prochaine revue, il faut quand même que je pense. Hein? Ça, c'est important. De savoir que demain, après notre route, là, on va aller avoir une récompense extraordinaire. On va aller rencontrer les gens qui vont nous dire qu'ils nous aiment. C'est fantastique, ça. Et je me garde le plaisir de faire rire. Puis s'il y a un client qui se présente, là, puis on n'a pas tout ce qu'il faut pour le servir parce qu'il demande quelque chose, mais on ne l'a pas, il faut trouver autre chose pour le garder dans le restaurant. C'est ça, l'astuce. Ah, c'est ça? Oui. Ah, c'est comme un substitut. Un quoi? Un substitut. Pas un... C'est un substitut. Ben oui, ça n'a pas sorti comme je voulais. Qu'est-ce que tu veux? Malgré le fait que pendant des années, j'ai perdu régulièrement des amis, des gens que j'ai aimés, avec qui j'ai travaillé, etc., reste que ma vie, ça a été un grand party. Wow, go! On peut écrire. Je suis né là, sous une étoile formidable. C'est vrai, dans le fond. J'ai eu un timing extraordinaire. Ça, j'ai aucun mérite, mais je suis né au bon moment. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous après votre mort? Qu'on me regarde comme ça et dire « Ah, il vient de bouger. »